Bonjour tout le monde. J'ai le plaisir pour ce début d'année de recevoir à MPCM le président de VETRO, M. Olivier Cotagnou, à qui je pose donc la question similaire à celle de tous les autres invités. Quels sont les 3 livres qu'il pourrait nous proposer de la lecture et qui l'ont marqué d'une manière ou d'une autre? Alors, tout d'abord, je dois dire que je lis très peu, je n'ai pas beaucoup de temps de lire des romans, mais un des romans qui m'avait frappé, mais c'était peut-être dans un contexte spécial, c'était Da Vinci Code de Dan Brown. Pourquoi il m'a frappé? Parce que j'étais au chalet en ermite au mois de février, j'ai passé 3 semaines tout seul dans la neige, sans contact avec l'extérieur, et j'ai lu ce bouquin 2 fois de suite. Et puis pourquoi il m'a frappé? Parce que je suis athée, mais j'ai toujours des fois un petit doute, des questionnements. Je me demande si je n'ai pas un ange gardien, par exemple. Voilà, ça c'est un livre qui m'a frappé. Un deuxième livre que c'est plutôt anecdotique parce que je viens de lire, je lis rarement des romans, et je viens d'en lire un que j'ai acheté, c'est Les Disparus de la Foire de Jean-Yves Gabu. Que je lui dis, ah ben ça vaut la peine, c'est en Valais, c'est écrit par un Valaisan que je connais, donc je l'ai terminé hier soir, je me suis bien amusé en le lisant. Alors, je dis à tout le monde, il y a une petite chronique de ce livre que j'ai également lu à l'index qu'on peut consulter. D'accord. Et le troisième livre, puisque j'aime bien plutôt que les romans, j'aime plutôt l'histoire politique valaisanne, c'est un livre qui n'est, je crois, jamais sorti, mais que j'avais reçu un peu le manuscrit d'Antoine Conforti, fils de César, radical de Martigny, qui a écrit Le Grand Incendie, c'est les événements en Valais de 1840, 1845, Sonderboom et compagnie. Voilà, 3 livres qui viennent maintenant. Donc il n'est pas disponible même à la médiathèque, alors, je pense. Non, je crois qu'il n'a pas trouvé d'éditeur, si jamais il y a quelqu'un qui veut se lancer là-dedans. Okay. Et puis alors, ici, je présente le dictionnaire du diable de Ambrose Bierce, c'est des petites définitions satiriques. Alors j'en ai trouvé une qui te convient. Non, qui te convient parce qu'effectivement, je pense que tu pourras réagir. C'est toujours un peu ironique, un peu sarcastique, je dirais. C'est la définition du travail. Je pense que ça pourrait te plaire. L'un des processus, donc le travail, c'est l'un des processus selon lequel A gagne des biens pour B. Elle est très courte comme définition. Qu'est-ce que ça t'incite à penser? Gagne des biens ou produit des biens? Non, on gagne des biens, oui. Que A gagne des biens, pour en B. quelque sorte sur le dos de B. Ouais, d'accord, voilà. Oui. Alors c'est tout le monde en effet du travail, des puissants, des riches et des exploités. Les exploités à qui on fait croire que le fautif c'est celui qui est encore plus pauvre que toi plutôt que celui qui l'exploite ou qui s'enrichit à millions. Voilà, c'est toute la tragédie de ce monde capitaliste. Alors, je dis souvent, il n'y a pas de hasard, et j'ai reçu aujourd'hui une revue hebdomadaire que je conseille à tout le monde. C'est le 1 Hebdo, ça c'est le numéro 477, c'est la revue de Éric Fotorino, l'ancien rédacteur en chef du Monde. Et puis il a en première page un extrait que je veux te lire de Zola dans Germinal, qui, puisqu'il n'y a pas de hasard, est un peu en concordance avec la citation que l'on vient de voir. Qu'on dise un peu si les travailleurs avaient eu leur part raisonnable dans l'extraordinaire accroissement de la richesse et du bien-être depuis 100 ans. On s'était fichu d'eux en les déclarant libres, oui, libres de crever de faim, ce dont ils ne se privaient guère. Ça ne mettrait pas du pain dans la huche de voter pour des gaillards qui se gobergeaient ensuite sans plus songer aux misérables qu'à leurs vieilles bottes. Non, d'une façon ou d'une autre, il fallait en finir, que ce fût gentiment, par des lois, par une entente de bonne amitié, ou que ce fût en sauvage, en brûlant tout et en mangeant les uns les autres. Les enfants verraient sûrement cela si les vieux ne les voyaient pas, car le siècle ne pouvait s'achever sans qu'il y eût une autre révolution, celle des ouvriers cette fois, un chambardement qui nettoyerait la société du haut en bas et qui la rebâtirait avec plus de propreté et de justice. C'est Zola qui écrivait ça dans Germinal. Je pense que ça te parle, nous faire un petit commentaire ça me parle de ce passage. En effet, donc, petite anecdote, quand tu as créé l'index, tu m'avais demandé de faire un texte, la révolution à l'index. Et en ce temps-là, justement, j'étais plutôt révolutionnaire, j'avais créé un parti, la gauche alternative en Valais, et j'avais écrit pourquoi la révolution, en guillemets, était nécessaire. Donc, en effet, c'est dans ce sens-là.
qui parle du monde du travail et d'exploitation parle de syndicats aussi. On aura l'occasion d'en revenir. Mais pourquoi les ouvriers ne votent plus à gauche et votent sur des partis populistes? Parce qu'ils ont été trahis constamment depuis des dizaines d'années par les syndicats du système qui s'occupent plutôt d'aspects de genre ou de libre circulation, ce genre de choses, plutôt que la défense des ouvriers. Et ce qui fait justement, qui fait le lit de partis populistes qui récoltent ces voix d'ouvriers. Je me demandais, en préparant brièvement cet entretien, ce qui, peut-être dans ton enfance ou dans l'adolescence, un trait marquant qui pourrait expliquer dans l'après-coup la carrière que tu as eue, soit à la Poste, soit dans le syndicalisme, soit dans la politique. Est-ce qu'il y a un événement, un moment marquant, peut-être de ta jeunesse ou ton adolescence, qui a pu te piquer pour aller dans cette direction? Alors, paradoxalement, étant athée maintenant, quand j'étais jeune, j'étais très croyant. Et je pense quand même que l'éducation judéo-chrétienne que j'ai reçue, le bien et le mal, je le faisais vraiment, j'y croyais vraiment à fond. Et j'ai toujours voulu faire le bien et défendre le faible. Je me rappelle à l'école primaire, quand j'étais assez costaud et bagarreur si on me cherchait, et je défendais volontiers ceux qui étaient maltraités. Donc j'ai toujours eu ça en moi, c'était de défendre les faibles. Donc ça serait plutôt ça la marque de fabrique qui aura affecté ton âme, disons. Voilà, et mon action. Hein, ton action, bien sûr. Et je ne suis pas un égoïste, justement. J'ai 62 ans, ça fait 30 ans que je me bagarre pour les autres, pour défendre d'autres causes, pour défendre des gens qui en ont besoin. C'est ça un peu qui me pousse. Alors on aura sûrement l'occasion pour cet entretien de parcourir tout ça, mais aujourd'hui tu es président de Vétro et je me demandais, parce qu'avant ça tu as travaillé à la Poste, tu as suivi l'actualité politique, tu étais, on va dire, assez impliqué en tant que citoyen actif, on va dire syndicaliste, etc. Ouais. Je me suis demandé aujourd'hui, que tu as fait quelques années en tant que président de Vétro, quel est dans l'après-coup ton plus grand étonnement dans cette activité? Ce qui t'a le plus surpris au début de ton activité que peut-être tu ne pouvais pas imaginer avant d'accéder à cette fonction? La difficulté du travail, toutes les barrières qu'il y a juridiques, etc. Chaque pas qu'on fait, chaque démarche, chaque décision, elle est sujette à critique, à recours. Ça enrichit les avocats. Plus que tu l'imaginais? Ah oui, alors, et de plus en plus, ça porte tout en juridique. Parfois les avocats ont raison. Hein. Là, je souris, je suis obligé de sourire. Parfois les avocats ont raison, et on est, disons, peu aidé en tant que commune par les instances qui sont plus hautes. On est souvent désavoué par le Conseil d'État, on peut y revenir après dans des exemples concrets sans Mais l'étonnement, ça serait alors plutôt un étonnement administratif de difficultés juridiques ou de critiques systématiques par rapport à la décision dans ton activité de président. Voilà. Ça serait ça, plus que ce que tu imaginais avant de... Oui, sur le job de gérer une commune, pour moi, comme j'étais un bon observateur de ce qui se passait dans ma commune, mon oncle était président de commune, etc. Je n'avais pas trop de surprises, disons, mais c'est surtout ces interactions dans les décisions de citoyens. Et puis maintenant que les réseaux sociaux, ça vient vraiment la galère parce qu'il y a les haters, comme on dit, hein, ceux qui se déchaînent, défoulent sur Facebook ou les réseaux sociaux pour dire que du mal. Voilà. Donc il ne faut pas être trop sensible. Alors moi j'ai une carrière de sportif d'élite pendant 20 ans, ça m'a endurci. Dans le tir Dans le tir, voilà. Donc j'ai fait des grandes compétitions, je ne me laisse pas impressionner, mais il faut avoir vraiment le cuir solide pour faire de la politique, ce qui est un peu dommage. C'est, je crois, c'est mon interprétation, ce qui déroute un petit peu les femmes d'en faire, parce qu'on reçoit quand même pas mal de coups, et puis il faut quand même être fait un peu pour la bagarre, pour faire de la politique. Et puis alors, par rapport à ces années, combien d'années? 6 années, 6 ans Maintenant, ça fait 8 ans, 7 ans. 7 ans de présidence, ouais. Donc. Hein. Ta plus grande satisfaction, si tu devais ressentir un moment où tu t'es dit, ah quand même, dans cette fonction, j'ai pu être utile, et puis j'ai réalisé quelque chose que peut-être je n'imaginais pas. Ça, alors, ma plus grande fierté, c'est voilà, c'est le mot. Voilà. Ce qui est asymptomatique chez les politiciens ou les présidents de communes, c'est que moi j'aime faire de l'opérationnel, alors que c'est un mot vraiment
honnis par normalement les conseils ou les présidents. Ils ne veulent pas faire d'opérationnel. Moi, je me vante de faire de l'opérationnel. Et en faisant de l'opérationnel, j'ai pu faire des cours. On était la première commune à faire des cours de langue pour les étrangers dans le programme d'intégration cantonale. Première commune à le faire. J'ai fait des projets de biotope, d'environnement, j'ai fait des projets sociaux, mais en mettant la main dans le cambouis, en mettant la main à la pâte. Et ça, c'est quelque chose qui te plaît. Et ça, c'est quelque chose que je pourrais dire, je l'ai fait. Mais qui te plaît. Qui me plaît de laisser ma marque, oui. Alors, à la fois de faire des cours pour l'intégration, ça me plaît, en effet. De faire des réalisations pour la biodiversité, ça me plaît. De faire peut-être une belle traversée du village à Vétro, avec des belles places arborisées, ça va me plaire. Et je laisse ma trace comme ça. Et alors, à l'opposé, je m'interrogeais, quelque chose qui t'a marqué, où tu t'es dit, on va dire le côté négatif, l'envers, de l'autre côté de la pièce, négatif dans ton parcours là, des 7 ans de présidence? Oui, alors contrairement à ce que les gens pensent, le manque de pouvoir du président. Ça veut dire que tout le monde pense que le président décide tout. Hein, les gens me rencontrent, ah oui j'ai un souci là, je dis, ah mais là c'est le conseil qui décide, ou alors c'est le conseiller en charge. Non, non, c'est assez que c'est le président qui décide. Non, en effet ce n'est pas le président qui décide. Mais est-ce que ça c'est peut-être lié à ton parcours politique avant? Parce qu'en réalité on se rend bien compte que si on voit des communes comme l'Indre, comme Mayenne, etc. Il y a deux choses. Il y a la loi. La loi me donne très peu de prérogatives comme président. Très peu, quasiment rien. Après, il y a les faits. En effet, dans la majorité des communes, le président, il y a une majorité absolue politique. Alors en effet, c'est lui qui mène la barque. Mais la loi sur les communes, par exemple, que je critique parce qu'elle n'est pas assez précise, elle donne très il y a beaucoup d'articles. Hein. Oui, mais sur un peu de tout et de rien. Hein. On peut y revenir après sur les institutions en Valais. Donc non, le manque de pouvoir du président, parce que quand ça tourne mal, c'est le président. Quand ça tourne mal, c'est le président qui passe devant le procureur. C'est le président qui se fait condamner, même si c'est un de ses conseillers qui a merdé. Donc c'est un peu difficile. Donc là, ça serait ce peu de pouvoir dans certaines situations. C'est ça que tu noterais comme le point négatif. Tu aurais voulu avoir un peu plus d'influence. Ou alors qu'on mette en corrélation les responsabilités pénales et le pouvoir. Mais on ne peut pas donner beaucoup de responsabilités pénales au président puis pas lui donner des pouvoirs. Vétro, j'ai regardé Wikipédia avant de venir ici. Bon, j'ai habité 2 ans à Vétro, je devrais connaître. Je me souviens. Je connais un peu, mais je me suis demandé, tiens, qu'est-ce qu'il y avait dans Wikipédia de Vétro? Puis en fait, il y a une marque, on va dire, culturelle, c'est naturellement la vigne. Alors si je te dis la vigne, ça résonne comment en toi, la vigne de Vétro? Alors, la vigne, c'est le cépage un peu emblématique de la commune, voilà. Sans plus, donc je l'aime bien, moi j'aime bien le vin, donc blanc et rouge, donc j'aime bien la vigne, mais c'est un des cépages qui fait la force des encaveurs. Mais c'est peut-être justement aussi symptomatique de l'état d'esprit qu'il y a dans ces encaveurs de Vétro, qui ont su se mettre ensemble, déjà il y a 30 ans de ça, pour créer un règlement des grands crus. D'autres communes se chamaillaient pour des jalousies. Non, à Vétro, cette génération d'il y a 30 ans en arrière se sont mis ensemble pour avancer ensemble. Et cette solidarité, on va dire, socio-économique des encaveurs, tu la ressens encore aujourd'hui ou il y a beaucoup plus de concurrence? Alors, il y a moins de concurrence parce qu'il y a moins d'encaveurs qu'avant, mais il n'y a plus le même état d'esprit. C'est la nouvelle génération, on est des boomers les deux, donc la génération des encaveurs d'il y a 30 ans en arrière, ils sont aussi vieux que nous. Et la nouvelle génération n'a pas la même mentalité. On va revenir à la politique sûrement après. Maintenant, je passe du côté de la Poste. En fait, qu'est-ce qui t'a poussé à aller, disons, dans le champ économique postal? C'est des circonstances de vie, c'est des hasards? C'est tradition familiale. Mon père, je descends d'une dynastie de postiers. Mon père était buraliste postal, mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon arrière-arrière. Donc tu as assumé le destin familial. Voilà, on était 8 enfants, et puis personne d'autre voulait prendre la poste. Moi, je n'étais pas motivé. J'avais fait une école de commerce pour jouer la pendule, pour chercher ma voie, on peut dire. Et puis, je voyais que mon père, il bossait un peu tous les jours de la semaine, presque jour et nuit, sans prendre de vacances, parce qu'il fallait nourrir ses 8 enfants. Et puis, donc je me dis, oh, c'est pas tellement un job intéressant. Et puis, j'ai eu la chance d'aller remplacer un petit buraliste postal, Saint-Séverin, à Comté, qui lui faisait tout. Et je l'ai remplacé pendant ses vacances en été, quand j'étais encore étudiant. Puis j'ai dit, ah, ça c'est génial, alors oui. Puis après, voilà, je me suis embarqué là-dedans. Est-ce qu'on peut dire que ta carrière postale
t'as donné la possibilité d'être président, vu le contact étroit que tu avais avec les gens. Indéniablement, parce qu'en effet, j'ai fait 30 et quelques années à la Poste de Vietron, responsable de la Poste, où je crois que j'avais une bonne image, un bon service, à l'écoute, serviable et tout, et qui m'a donné vraiment... J'ai vu qu'il y avait 6500 habitants, plus ou moins. 6700. 6700 à Vietron. Tu les connais tous maintenant? Non, parce que de mon temps, quand on était jeune, il y avait 2000, 3000 habitants. Maintenant, il y en a 6700. Ça veut dire qu'il y a un grand brassage. Je pense que je connais peut-être la moitié des Vétrosins. Mais là, on va dire c'est la qualité de ta personnalité telle que connue par les citoyens. Voilà. Et puis, j'étais syndicaliste, je le suis toujours. Hein, et j'étais un syndicaliste. Mais ça, en Valais, c'est plutôt... Je défendais des nobles causes, c'est-à-dire la sauvegarde des bureaux de poste, par exemple. J'avais pu avoir, en 2003, tous les conseillers nationaux valaisans sur une photo de tout parti confondu, des socialistes à l'UDC, sur une seule photo qui était derrière moi dans le comité d'initiative pour une poste pour tous qui a été refusée. Alors justement, au niveau postal... Donc j'étais syndicaliste, mais avec l'aspect positif de ce combat syndical. Alors justement, pour voir ce côté de la poste là, quand tu regardes vers le passé, c'est quoi le combat que tu as le plus aimé et qui t'a peut-être plus marqué que les autres, dans un point de vue positif, si tu veux. Alors, c'était la défense des offices postaux, mais si je regarde en arrière, je n'ai fait dans mon combat que de retarder l'échéance, puisqu'il n'y avait aucun soutien politique à Berne de contrôler la Poste sur ce qu'elle faisait. Voilà, j'ai pu retarder peut-être de 2-3 ans des fermetures. J'étais dans une commission à Berne, de la direction générale, qui décidait chaque cas de fermeture. On nous avait promis, là aussi, trahison syndicale, j'étais encore dans le syndicat majoritaire de la Poste. On nous avait vendu, une semaine avant l'annonce, 500 bureaux de poste, il y en avait 3700. Hein. On va fermer 500 à 700 offices. Le syndicat avait dit, oh, d'accord, mais les autres, ils vont être renforcés, c'est le discours habituel. Le jour de la communiqué de presse, c'était plus 5 à 700, c'était 7 à 900. Et à la fin, on en arrivait à 2-3 000. Donc, et chaque fois, la bénédiction du syndicat. Est-ce que c'est cet élément-là qui t'a convaincu de quitter le syndicat principal et puis de celui-là, plus une année plus tard, quand on commençait à se battre contre les privatisations, carte postale en premier, hein, et là je me suis dit, mais on ne peut pas laisser faire. On fait des discours aux membres en leur disant on va se battre. Hein. On avait organisé le blocage des centres de colis de Suisse, Frauenfeld, Dayan, le Tessin, et on avait bloqué les centres. Et on avait dit on ne laissera pas. Et puis on fait une séance à Berne. Levra, qui était secrétaire syndical bien placé à Syndicom, nous dira mais on va signer un accord avec la Poste. Et moi je prends la parole, un des seuls romans à bouger un peu, et puis je dis mais si on permet de signer ce document, on est foutu. Ben, les Suisses allemands ils suivaient Levra, et puis donc ça c'est le deuxième élément qui m'ont fait dire il faut trouver une autre voie. Alors en 2005 j'ai créé le syndicat autonome des postiers, mais qui a eu des barrières et des bâtons dans les roues du début à la fin et encore maintenant. La liberté syndicale, quand on voit ce parcours de ce syndicat autonome, c'est quand même assez particulier. C'est des mots dans la réalité où tu été confronté à des... Avant, quand j'étais dans le bon syndicat, j'étais le king à la Poste. Donc la direction générale voulait que j'aille travailler à Berne pour gérer des projets. J'avais pu faire passer un projet pour ne pas démanteler les offices puis leur donner plus d'autonomie. Ça s'appelait l'équipe de responsables d'office de poste. Du jour au lendemain, quand j'avais créé mon nouveau syndicat, séance à la Poste entre le grand syndicat et la Poste, et là la Poste dit, noir sur blanc, j'ai le PV, la Poste ne travaille pas avec les dissidents. Donc depuis ce jour-là, j'ai eu mon nom qui était barré. D'un côté, on est assez fiers, même nous qui ne sommes peut-être pas dans les dominants majoritaires du canton, on est assez fiers des institutions suisses. Hein, on peut dire on a... Oui, moi je suis un des artistes. Voilà, donc le système des communes, des associations, des cantons, etc. Mais quand on voit cette séquence-là, qui est quand même liée à la liberté syndicale, liberté d'opinion, d'expression, etc., avec ces bâtons dans les roues qui sont mis par le pouvoir dominant, comment on peut lutter de manière intelligente contre ceux qui, en quelque sorte,
est à l'extérieur de la Constitution, en tout cas des mots de cette Constitution? Si j'avais la réponse, je ne m'emmerderais pas comme maintenant. Donc, je n'ai pas la réponse. Les lanceurs d'alerte en Suisse, ils ne sont pas protégés. Hein. Donc, ça veut dire, celui qui sort la tête pour dire ça, c'est pas bien, eh bien, il a intérêt à avoir une bonne assurance ou un bon avocat parce qu'il va se faire emmerder. Hein. Donc, je n'ai pas la solution. Et puis, alors, à l'inverse, l'échec, on va dire, de ta vie postale, ça serait quoi l'élément que tu pourrais communiquer? Où tu dis non, là, on a raté quelque chose, j'ai participé à quelque chose de négatif ou de mauvais pour l'évolution sociale, on va dire. Parce que, je ne sais pas si ça va voir, mais enfin, en 2017, quand j'ai été élu président, la Poste m'a pas laissé de Vétro, la Poste m'a pas laissé réduire, donc ils voulaient vraiment me faire dégager. Hein. Ils m'ont pas laissé réduire à 10%, 20%, 50%. Tout ce que je proposais, c'était niette. Et j'ai dû, la mort dans l'âme, démissionner de la Poste en février 2017. Donc, et j'ai l'impression d'abandonner un peu. C'était un conflit de conscience à ce moment-là ou bien pas? Je me dis, je m'étais engagé. Les gens ont voté pour moi, c'est quand même une surprise. Hein. C'était une surprise. Oui, parce que je n'avais même pas demandé la permission à la Poste. Si je pensais que c'était bon, j'aurais arrangé le coup avant de demander la permission à mon employeur. J'étais tellement sûr de ne pas passer que je n'ai même pas annoncé à la Poste que je me présentais. Donc c'était une surprise. Et pour moi, ça a été vraiment la mort dans l'âme. Justement, moi qui suis d'une dynastie de postiers, j'ai écrit un livre sur l'histoire de la Poste de Vétro-Comté, il y a juste 20 ans, en 2004. L'histoire de la Poste de Vétro et Comté, une affaire de famille. D'accord. Donc ça, c'est un peu un arbre généalogique. Il y a l'arbre généalogique de tous mes aïeuls qui ont géré la Poste de Vétro. Et voilà, j'ai l'impression d'abandonner mon bureau de poste, puis je savais que si je partais, l'avenir serait difficile pour le bureau. Et je vois maintenant, c'est un bureau qui est un peu en perte de vitesse. Et c'est quoi qui t'a plu dans le métier de postier? Cette notion de rendre service. Cette notion de rendre service, de service public. Ce qui va bien avec moi, hein, donc les fois où je pouvais aider quelqu'un. Est-ce que c'est toujours inscrit dans l'activité quotidienne des postiers, ce sentiment d'aider la population? Non. Actuellement, ils sont devenus plus fonctionnaires que qu'étaient les fonctionnaires avant. Comment tu expliques ça? Parce que le management général? Oui, parce que la Poste n'a plus misé, parce qu'avant les buralistes postaux, on n'était pas fonctionnaires. On était commerçants, on n'avait pas le statut, on était la seule catégorie à la Poste de ne pas être fonctionnaire. On était des commerçants, on vivait avec le trafic qu'on recevait dans son bureau. Donc on avait tout intérêt à trouver des solutions, à se dépétouiller pour les clients, parce qu'on savait qu'ils allaient revenir. Maintenant, ils sont payés, même s'ils n'ont pas de monde au guichet, ils sont payés la même chose. Donc ça a tué un peu cet esprit d'initiative et de commerce. Et puis au niveau de l'apparition de tous les systèmes informatiques, techniques, etc., ça a beaucoup fait évoluer le métier aussi. Oui, beaucoup. Mais là aussi, la Poste elle-même a enterré son marché. Elle l'a sacrifié. Ça veut dire les collaborateurs de la Poste doivent aller dire aux gens qui viennent encore avec le carnet jaune payé au guichet, qui continuent à faire marcher le commerce, dire « Ah, mais il ne faut plus venir ici, il faut faire par Internet ». Donc, quand on va dire ça aux clients, ou alors « Ah, les colis, il ne faut plus les apporter ici, il faut aller les apporter au grand centre colis », on scie la branche sur laquelle on est assis. Avant de revenir à la politique, Valaisanne, on fait un grand saut du côté de l'international. Je sais que tu as suivi depuis longtemps le parcours de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il n'a pas su lutter contre ce que une certaine presse appelle l'islamo-gauchisme? Moi qui suis assez critique sur l'islamo-gauchisme, où je me suis libéré. À 20 ans, j'ai écrit à l'évêque pour sortir de l'église. Hein, donc, je me suis libéré. Toi, tu es dans le champ, on va dire, laïque. Hein. Voilà, moi, je suis à fond dans la laïcité. Maintenant, donc, c'est pas pour tomber sous la coupe des barbus. D'accord. Mais est-ce que lui, il n'a pas su éviter cet écueil? Oui, je pense, mais peut-être c'est volontaire, quoi. Peut-être que. À force de dire tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Non, volontaire dans le sens calcul électoral? Non, pas qu'il le pense vraiment, quoi. Mais je pense pas que c'est ça qui a fait son manque de succès par rapport aux élections présidentielles. Je pense pas que c'est à cause de ça. C'est que moi qui ai côtoyé le monde de l'extrême gauche, je vois qu'il n'y a rien de plus sectaire qu'un gauchiste combatif extrémiste.
Ils sont incapables de se mettre ensemble. On a créé la gauche alternative en Suisse avec Ziziadis et compagnie pour justement fédérer ces mouvements à gauche, un parti communiste, Solidarité, et j'en passe. Mais c'est impossible de les mettre ensemble. Mais alors, j'ai reçu plusieurs hommes politiques consensuels, Camerzin, Roduit, d'autres encore. Il y a une question là je crois que c'est un de mes fils qui leur a demandé de poser cette question, mais en fait, lorsque vous êtes en campagne électorale, vous faites des promesses que vous ne tenez pas ensuite. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité là de l'homme politique par rapport à la confiance que peut lui accorder après le citoyen par rapport à ce qu'il a entendu avant de voter pour lui? C'est pour ça que les gens ne vont plus voter, malheureusement. C'est le sens de ma question. Ben oui, c'est l'abstentionnisme, parce que les gens n'y croient plus. On revient de nouveau au syndicalisme, les gens ne se syndicalisent plus parce qu'ils n'y croient plus, ils ont trop été trahis. Donc, en politique, c'est la même chose. Mais il y a un autre... Et j'espère avoir jamais trahi quelqu'un qui a voté pour moi, mais je peux pas. Il y a une autre notion, justement, que je trouve, disons, assez inquiétante. Mais tout parti confondu, pas simplement dans l'extrême gauche, mais tout parti confondu, c'est une sorte d'esprit moutonnier, entre guillemets, dans le sens où si le groupe, quelques éléments du groupe disent « allez, on va aller dans cette direction-là », si quelqu'un, d'un point de vue intime, pouvait penser « non, moi je veux peut-être me décaler et voter légèrement différent », cette pression du groupe partisane, réduite finalement, puisque dans une assemblée, est-ce que c'est pas quelque chose comme finalement une absence d'indépendance, de jugement de chaque représentant du Tout à fait. Petite anecdote, 2017, je suis nommé président. Je savais que je perdais ma place à la Poste et que je prenais un job de président. À ce temps-là, c'était 65%. Donc j'avais du temps disponible. Alors, il y avait les élections cantonales 3 mois plus tard, au mois de mars 2017. J'ai écrit en décembre au Parti socialiste du Valais-Roman et au Vert. Je leur dis voilà, j'aurai du temps pour me mettre sur une liste éventuellement, puis être siégé au Grand Conseil. Maintenant, je suis bien content de pas avoir, que ça n'ait pas marché. Et voilà, je serai prêt à aller sur vos listes. Mais j'ai une seule condition, je veux garder ma liberté de parole et de vote. Les deux partis m'ont dit oh c'est bien gentil, mais non, alors chez nous on aime bien que. Enfin, mais en fait, donc ça c'est vraiment l'exemple qui va dans mon sens, c'est vraiment l'exemple de tout groupe confondu. C'est pour ça que moi j'ai la peine à me mettre dans un parti existant parce que je suis trop libre penseur. Ça veut dire que j'aime bien créer des choses. J'ai créé un syndicat, j'ai créé la gauche alternative en Suisse, j'ai créé la gauche alternative en Valais, j'ai créé l'alternative étrosène à Vétro, un peu à mon image. Et j'ai la peine à me mettre dans un moule déjà tout près, avec un carcan défini. Et puis, j'aime bien aborder une question d'actualité. Aujourd'hui, en France, on a une guerre, on va dire, presque fratricide dans le cinéma sur l'affaire Gérard Depardieu. Est-ce que tu te situes dans un cas, par exemple, quelle est ta réaction sur le fait que la RTS a décidé de supprimer, en tous les cas pendant un moment, les films dans lesquels Depardieu était la vedette? Je trouve qu'on ne devrait pas agir sur l'émotion comme ça ou sur la pression peut-être populaire. Moi, je suis assez pour la liberté d'expression. Alors, Depardieu, c'est un gros cochon, quoi, voilà. Mais enfin, est-ce que c'est... Après qu'il ait violé quelqu'un ou je sais pas quoi, ben là, c'est la justice qui doit traiter ça. Ça me fait aussi un peu, ça me dérange un peu quand il y a des histoires qui sortent 30-40 ans après. Peut-être pas, on n'en sait rien. Il y a des gens qui sont morts, qui seront accusés, hein, même chez les curés. Ah oui, il est mort depuis 5 ans, mais il y aurait 40 ans, il aurait fait des attouchements à quelqu'un. Voilà. Ouais, mais là, je dis, toi, tu es un libre penseur. J'ai accepté, on va dire, par décision unilatérale, presque envie de dire dictatoriale, Narcisse Prat, d'écrire à l'index, il écrit régulièrement, etc. J'ai eu je ne sais pas combien de critiques sur le fait que ces articles avaient parfois une tonalité très agressive, etc. Et quand on voit ce qui s'est passé récemment, j'ai envie de me jeter de bonnes fleurs, contrairement aux gens qui m'ont critiqué, parce qu'on a vu des dérapages dans l'Église. C'est pas simplement dans l'Église, mais aussi... Moi, je veux pas la mort des églises, hein, mais je veux qu'ils nous foutent la paix dans la vie civile. Voilà. Ceux qui veulent croire aux éléphants roses qui volent, ils croient aux éléphants roses qui volent. Mais ils ne nous demandent pas des faveurs, des droits civils pour les religions. Voilà, moi, je reviens de nouveau à la laïcité, quoi. Croyez ce que vous voulez chez vous, mais venez pas nous emmerder. Est-ce que pour caricaturer, tu accepterais l'idée de dire
n'importe quelle croyance, c'est dans la part de l'intime, mais laissons de côté l'aspect public. Exact. Et aucun droit civil aux religions. Ça veut dire pas des jours fériés religieux, pas, qu'est-ce que je sais pas, ouais, pas de menus spéciaux à la cantine pour une religion, etc. Le voile? Le voile, alors le voile, ceux qui veulent juste se couvrir les cheveux, d'accord, mais en tout cas pas se voiler la face. Donc là, je suis assez pour malheureusement, c'est toujours l'UDC qui lance ce genre de truc. Se voiler complètement avec les trucs intégraux. Là, je suis contre aussi ces gens qui se mettent complètement cachés, quoi. Alors, tu as demandé qu'on aborde un peu la question de la politique cantonale, on va dire. Je n'allais pas faire faux bond là-dessus, mais je vais passer ce sujet en parlant de la constituante. C'est quoi ton regard sur ce qui s'est passé depuis le début de la constituante? On va voter, je crois, à la fin du mois de mars là-dessus. Quel regard tu as sur l'ensemble du processus? Juste aussi, avant, mais toujours sur la constituante, un autre bouquin que j'ai lu, parce que moi j'aime les livres historiques, donc j'aime bien lire Robert Giroux, un historien radical aussi de radicalisme historique. Il a écrit... Alors peut-être, je vais t'interrompre là, parce qu'on va revenir. Peut-être juste parler du radicalisme. Là, on va dire, quelle est ta culture du radicalisme et quel est le radicalisme aujourd'hui tel que toi tu le comprends? Donc, comme le radicalisme tel que je le comprends n'existe plus, c'est ça qu'il faut savoir. Le radicalisme valaisan, social, humaniste n'existe plus. Depuis le mariage avec les libéraux, c'est la minorité libérale qui a pris le dessus. Puis quand on parle de libéraux, c'est pas le libéralisme philosophique, c'est le libéralisme... C'est pas Jean-François Aubert. Non, exactement. C'est le libéralisme économique, financier, patronal. On appelle l'illibéralisme. Ouais, certainement, puisque tu le dis, je te crois. Et c'est celui-là qui a pris le dessus. Donc, moi, je connais un tas d'anciens radicaux qui étaient très engagés, le secrétaire général de Bernard Dupont, entre autres. Si on prend Tornard de Bourg-Saint-Pierre, après, si on vient sur les communes et le manque de soutien du canton, Tornard, ce radicalisme-là, me disent, au niveau suisse ou valaisan, ils ne votent plus PLR. Donc, ce radicalisme est mort. Mais moi, je suis descendant de ce radicalisme du 19e siècle. Donc, pour expliquer peut-être un peu aux gens qui nous écoutent, ça serait un radicalisme étatique avec une grande responsabilité de l'État, une volonté sociale, de faire de l'État un instrument social de développement, on va dire ça. Voilà. Et alors aujourd'hui, ça serait quoi? Que ce serait quoi? Le radical d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est quoi le type PLR d'aujourd'hui par rapport au type PLR d'antan? Ah ben c'est le patron d'entreprise, c'est le libéralisme économique. Hein. Quand on voit que même on parle de la constituante, ben, dans le comité au nom de la Constitution, il y a un représentant des milieux économiques qui est un libéral. Donc, Quel est ton regard sur ce moment constitutionnel, on va dire, valaisan, utile ou non, on verra tout à l'heure. C'est quoi ton regard là? Alors, c'est clair que ce qu'on nous présente, c'est pas parfait, ça ne peut pas être parfait pour tout le monde. Alors, maintenant, on a quoi dans la main? On a une vieille constitution de 1907, et puis on a celle-ci qui est plus moderne. Au nom de Dieu Tout-Puissant, et celle-là, au nom de Dieu Tout-Puissant. Voilà, ça me dérange, en effet. Mais je ne vais pas voter non à tout le paquet parce qu'il y a cette phrase qui me dérange. En fait, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui te paraît, oui, novateur dans le sens progressiste, de progrès dans la nouvelle constitution? Il y a un tas de choses progressistes, mais que je ne peux pas te citer comme ça. Je ne la connais pas par cœur, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses qui modernisent le canton. Alors c'est soit on ne fait rien, on la refuse, et on reste avec cette relique, je dis à bon escient le mot relique, de 1907, soit on prend celle-là qui n'est pas parfaite, mais qui fait déjà un pas dans la modernité. Donc, tu parcours de temps en temps l'index, je sais que ça ne va pas te surprendre ce que je dis là, mais moi ce qui m'a choqué terriblement et qui me fait douter de mon oui personnel à la nouvelle constitution, c'est le fait que les gens de gauche, avec appel citoyen, avaient été dans le sens d'une proportionnelle.
pour le choix de l'élection des membres du Conseil d'État à 7, et puis qu'on se dirige, vers une majoritaire à 7. Alors ça, je comprends qu'on puisse avoir des avis différents là-dessus, mais ce qui m'inquiète fortement, c'est deux choses. La première, c'est que ces gens-là, ils avaient dans leur programme la proportionnelle, qu'ils ont voté en première, deuxième lecture, troisième lecture, et qu'ils ont refusé à la troisième bis, en quelque sorte. Et donc, ils n'ont pas tenu leur programme par rapport à leurs électeurs. Et puis, la deuxième... Quel est ton regard, finalement, sur cette question qui, peut-être, pouvait faire de cette Constitution quelque chose de nouveau? Oui, mais je pense que... Au niveau des majorités, s'entend. Hein. Oui, mais justement, si on veut avoir une chance d'avoir une majorité, il ne fallait pas braquer tout le monde. Il ne fallait pas braquer trop les Hauts-Valaisans, il ne fallait pas braquer trop le centre. C'est pour ça... Mais est-ce que ça, ce n'est pas l'élément cardinal qui pourrait distinguer la nouvelle de l'ancienne Constitution? Mais maintenant, on a un Conseil d'État à 5 et pas à 7 en système majoritaire. Et on voit qu'on a 3 partis représentés. On a une proportionnelle de facto. On a 4 partis. On a une proportionnelle de facto. Voilà. Alors même avec un système officiel majoritaire, on peut trouver quelque chose d'intéressant. Donc pour moi, c'est pas disqualifiant cet aspect-là. Et puis le fait qu'il n'y ait pas la Cour des comptes, le fait qu'il n'y ait pas la Cour environnementale, etc. Ah, ça c'est dommage. La Cour des comptes. Hein, parce que la Cour des comptes, quand même, c'est quelque chose d'assez décisif, franchement, non? Pour la petite histoire, j'ai écrit à Frédéric Favre et Maurice Chevrier il y a 2-3 ans en arrière, en tant que président de commune, au sujet du manque de contrôle démocratique des associations intercommunales. Et j'avais l'exemple du canton de Vaud avec la Cour des comptes qui avait fixé des règles pour ces associations intercommunales en intégrant le législatif dans la gestion de ces associations pour un meilleur contrôle démocratique. Et ben, en Valais, la réponse c'est « Ah non, c'est pas prévu ». Et puis, en effet, c'est pas terrible ces associations intercommunales, mieux vaut les fusions. C'est ça la réponse que j'ai reçue, quoi. Pour parler de la Cour des comptes. Voilà. Donc en effet, il y a des aspects intéressants qui ont été malheureusement oubliés, mais est-ce que ça vaut la peine de jeter le bébé? Alors naturellement, il y a ce point subsidiaire qui va devoir être décidé par le peuple sur la possibilité des étrangers de voter sur le plan communal. Ouais. D'accord? Et donc on a laissé 2 voies. Ouais. On a laissé 2 voies. Franchement, pourquoi ne pas avoir laissé 2 voies aussi entre le système majoritaire et proportionnel? Bonne question. Parce que dès l'instant où on vote pour un texte qui n'est pas complet, alors on aurait tout à fait... Moi, je trouve très bien cette possibilité de dire oui, non à certains articles. Mais là, on n'a pas voulu. Oui, les gens qui ont été élus sur la base d'une possibilité d'avoir un système proportionnel, ils n'ont même pas accepté l'idée d'un vote subsidiaire par les citoyens. Est-ce que ça, c'est pas un échec finalement de notre fameuse démocratie directe? Peut-être, mais comme je t'ai dit, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce n'est pas parce qu'il y a des aspects qui ne nous plaisent pas qu'il faut tout jeter. Soyons positifs et regardons qu'est-ce que ça apporte quand même en plus-value. Et puis, la suite, ça fera dans une prochaine étape, dans 40 ans. Ça ne sera pas pour nous, alors, je pense. Parce que justement, je parlais de ça. Donc, le livre que j'ai bouquiné dernièrement, c'était Le coup d'État du 15 janvier 1839. Ça raconte justement... C'est Sonderbourg non, le Sonderbourg, c'était en 47. Là, c'était 8 ans avant. Il y a eu une révolution valaisanne. C'est ça, le 19e siècle en Valais, particulièrement de 1920 à 1820 1850, c'était magnifique. Il y avait des révolutions, des contre-révolutions, des batailles. Moi qui suis un peu révolutionnaire, j'aurais bien voulu vivre ce moment-là parce qu'il y avait ce libéralisme philosophique de liberté individuelle qui prenait place sur le Moyen-Âge qu'avant on avait en Valais. Le Valais, c'était moyenâgeux, ça veut dire il y avait le Haut-Valais, le clergé et la noblesse qui se mettaient ensemble pour gérer et maintenir le peuple sous cloche. Et puis ce sujet tabou qu'on n'a pas voulu examiner, à savoir la possibilité de faire 2 demi-cantons, c'est choquant ou pas choquant d'un point de vue démocratique dès l'instant où on fait une nouvelle constitution? Non, moi je trouve que c'est très bien
qu'on puisse vivre ensemble. Je serai pour des échanges linguistiques à l'école obligatoires et non pas... À Penzel, ils ne vivent pas ensemble. Moi, je me sens bien avec les Haut-Valaisans. Hein, donc, je connais beaucoup de gens qui disent « Ah non, les Haut-Valaisans ne sont pas comme nous et tout ». Moi, avec ma carrière de sportif, j'ai connu beaucoup de Suisses allemands. J'ai aucun souci de travailler ou de vivre avec des Haut-Valaisans ou des Suisses allemands. Et puis, comme je défends souvent les plus faibles et les minorités, ben là, je peux comprendre le réflexe d'autodéfense des Haut-Valaisans. Oui, mais on est quand même d'accord que le Haut-Valaisan, il nous domine par son intelligence, par sa solidarité, etc. Par l'attitude. Pas possible. Je veux dire, on a vu à un moment donné, j'avais fait une liste de toutes les personnalités haut-valaisannes qui avaient des postes de responsabilité. Ça, c'est aussi par leur connaissance meilleure que nous de la deuxième langue. Ça, c'est absolument clair. Ça, c'est absolument clair. Mais d'un autre côté... non, moi, je ne suis pas pour deux demi-cantons. D'accord. Mais moi, ce qui me choque, c'est pas de passer aux deux demi-cantons. Ce qui me choque, c'est qu'on a décidé volontairement qu'on n'allait pas aborder ce sujet du tout. Ouais. C'est plutôt ça. Puisque le Valais est quand même très séparé entre le Haut-Valais et le... Très souvent, je fais l'expérience en disant, c'est quand la dernière fois que tu as été en Haut-Valais, des bas valaisans, je veux dire, le mouvement, il n'est pas très... Quand on va à Berne en train, on passe par Liège. Voilà, mais autrement, on n'est pas inscrit comme les Hauts-Valaisans. Les Hauts-Valaisans sont beaucoup plus inscrits dans le Bas-Valais que nous dans le Valais. Et puis au niveau de la Constitution, donc tu es très favorable à la Constitution. Pas très favorable, je suis favorable. Voilà. Et quel est ton regard alors sur ces groupes maintenant qui vont décider d'essayer de lutter contre cette... Parce que ça serait finalement un échec du Valais que de voter non. Hein. Mais moi j'ai bien peur que ça soit voté non. Hein. Quand on additionne tous les mécontents, ça veut dire les Hauts-Valaisans, la droite économique, la droite conservatrice. Pourquoi la droite économique serait mécontente? Pourquoi ils sont dans le comité? Parce que je pense qu'il y a trop d'États. Moi, si l'État n'existait plus, ils seraient bien contents. Donc, il y a un représentant de la Chambre de commerce qui est dans le comité du non. Voilà, donc quand on additionne tout ça, ensuite le centre, le PDC du Valais roman, ils sont divisés, mais ils n'osent pas dire qu'ils sont contre, mais beaucoup sont contre. Donc je ne donne pas beaucoup de chance de réussite. On verra. Si dans les 20 prochaines années, il fallait pousser le Valais dans une direction novatrice pour les 50 ans suivants, ça serait dans quel chemin quel chemin tu nous indiquerais, disons, en tant que responsable politique? L'innovation, la haute technologie, ce genre de choses, le tourisme un peu plus doux, mais ouais, j'ai pas de recette miracle. Je vois que c'est difficile à faire venir. Moi, en tant que président de commune, j'essaie de faire venir des entreprises dans ma commune avec de la plus-value qui m'apporte des sous. Moi, pour la petite histoire, je dis toujours, moi je suis anti-capitaliste, mais depuis que je suis président de commune, je suis capitaliste. Pour faire mes projets, j'ai besoin d'argent. Et moi, je suis pour l'impôt. Je suis contre les taxes, mais pour l'impôt. Donc, il me faut des gens qui payent des impôts, entreprises ou privés. Est-ce que dans ta fonction de président, tu ressens ce qu'on appelle la perte du nom du père, la diminution du respect de l'autorité dans la cité? Alors, je l'ai jamais connu, je fais pas assez de la politique depuis assez longtemps, j'en fais depuis 2008 seulement. Hein. Alors, je ne sais pas comment c'était avant, mais c'est clair qu'en 1950, les gens enlevaient le chapeau quand ils croisaient le président de commune, je présume. Mais moi, je suis encore assez étonné du respect des gens et puis de l'importance. Moi, je rentre dans un bistrot, j'ai jamais été serré les mains. J'ai jamais fait. Ça fait, pour moi, c'est trop artificiel d'aller faire le tour des tables, serrer les mains. Par contre, je dis un grand bonjour à tout le monde comme ça, mais je ne vais pas serrer les mains. Il y a des gens qui me reprochent, « Ah, tu es rentré dans le bistrot, tu n'es pas venu nous toucher la main. » Pour certains, c'est important, le président, qui vienne toucher la main, dire bonjour. Donc, il y a encore du respect. Il y a encore des gens qui me remercient du travail, ça m'étonne. On est plus habitué à avoir des critiques. Hein. Il y a encore des gens qui croisent dans la rue qui me disent « Ah, merci pour ce que vous faites pour la commune. » Ça fait un peu drôle. Ouais. Et donc content, satisfait. Quelqu'un qui m'a dit
parce que justement j'étais à l'écoute, tout ça. Ah, en tout cas, sache une chose, moi j'ai jamais voté à gauche, mais je voterai pour toi. Il y a une remarque que tu as faite tout à l'heure qui me revient à l'esprit, c'est entre la relation commune-canton. On va dire du côté peut-être des avocats, je parle peut-être de manière générale, je ne sais pas si je suis trop général, mais on a tendance à dire que le Conseil d'État, de manière systématique, protège les communes. Et toi, j'ai l'impression le contraire. Et toi, justement, alors ça c'est intéressant. Qu'est-ce qui te Ah bien, je dirais une fois sur deux, quand on part en procédure, ce qui plusieurs fois par année, une fois sur deux, on est dégoûté par le Conseil d'État. Donc c'est une sorte d'égalité là. Oui, mais enfin moi, un exemple, hein, sans parler du détail, mais un exemple. On a un grand projet immobilier, 32 villas sur 7000 m², mais des cages à poules, hein, à l'ancien style, des machins à moins de 500 000 francs, c'est soi-disant ce que les gens veulent. Et puis, nous, on est en train de faire notre réflexion sur le prochain règlement des constructions, règlement des zones, et on sait dans quel sens on veut aller. On veut qualitatif, on veut pas... Donc le projet là, c'était 32 villas, une centaine de bagnoles sur la surface, en dessus, pas d'espace vert ou très peu, hein, peut-être une petite haie avec un peu de pelouse. Et comme on est en train de réviser notre plan de zone et de règlement des constructions, on dit non, ça ne rentre pas dans notre ligne future. Et c'est tout à fait dans la LAT. La LAT va dans ce sens-là. La LAT, elle donne ses pouvoirs aux communes. C'est l'aménagement de territoire, voilà. Pour ceux qui n'auraient pas suivi. Voilà. Donc, on dit non, on refuse votre projet, on ne le traite pas. Le promoteur, qui m'avait dit en face, oui, tu as raison, je l'avais reçu pour qu'il m'explique son projet, puis je lui dis que je connais bien, c'est un industriel à l'ancienne, très paternaliste de l'entreprise. Puis je lui dis, ah, il n'est pas sexy ton projet. Lui, il est financier, il n'est pas architecte. Hein. Il se tourne vers l'architecte et il dit, ouais, c'est vrai, ça, c'est pas terrible, ça ressemble un peu à des cages à poules, lui-même qui dit ça. Bon, voilà, ils ne sont pas contents, ils font recours au Conseil d'État, le Conseil d'État nous dégoûte parce qu'on n'a pas pu apporter des preuves dans la direction où on voulait aller. Donc, on veut faire du qualitatif, mais à la moindre petit truc, on n'est pas soutenu par le canton. Mais quand tu dis le Conseil d'État, est-ce que ça c'est l'appareil administratif institutionnel ou c'est le Conseil d'État Je ne sais pas qui prend les décisions. Hein. Je pense que c'est les juristes de certains services qui prennent les décisions. Mais autrement, dans la vie quotidienne de tous les jours, si tu as besoin des services des structures étatiques, elles te sont ouvertes ou bien pas? Ou bien tu sens une réticence? Pourrait faire mieux. Pourrait faire mieux? Pourrait faire mieux. Et tu améliorerais quoi alors là-dedans? Déjà les contacts. Parce qu'en plus, il y a un Conseil d'État qui est domicilié dans ta commune. En plus, donc, voilà. Donc ça devrait faciliter, non? Je ne vais pas sonner à sa porte pour lui parler de mes soucis. Lui, il ne vient pas chez moi pour voir comment ça va. On est un peu chacun de son côté. Le dernier conseiller d'État que j'ai reçu dans mon bureau, c'est Franz Ruppen. Pour Rhône 3 et compagnie, très à l'écoute aussi. Donc, je pense qu'on pourrait faire plus dans le soutien et les échanges. Alors, eux, ils se disent, mais on communique avec la Fédération des communes valaisannes. Oui, bon, mais moi, je ne suis pas dans le comité de la Fédération des communes. Les autres, il y a peut-être 10 dans le comité, il y a 130 communes, donc voilà, je pense qu'on pourrait faire mieux. Et puis alors, c'est le problème. On voit Bourg-Saint-Pierre, Tornard qui pète les plombs, tout le conseil communal qui démissionne parce qu'ils n'ont pas le soutien nécessaire du canton. Et puis, toute cette problématique des fusions de communes, est-ce que vous avez été à un moment donné attiré par quelque chose là, comté, ou je ne sais pas, ou c'est quelque chose qui est extérieur à votre rôle, de par les traditions? Le chant des sirènes nous attire. Hein, le chant des sirènes qui disent « Ah, ce sera beaucoup mieux. Ah, on va vous donner des millions. » Et puis non, moi je suis comme Ulysse, je résiste au chant des sirènes, parce que moi j'y crois pas, justement. Moi je dis les fusions sont utiles quand elles sont nécessaires. Ça veut dire tant qu'on arrive à gérer notre commune. Est-ce qu'il y a un nombre de citoyens par commune, une sorte d'enveloppe minimale ou moyenne ou optimale d'humains qui rentrent dans cette notion de commune ou bien pas? Pas pour moi. Non? Moi je dis tant qu'une commune se débrouille, il faut lui foutre la paix et puis pas essayer de la pousser à tout prix. Parce que ce qui se passe quand même, il y a une
pas mal de matraquage. Disons, pour être clair, 6500 habitants, c'est une configuration, 6700, une configuration tout à fait raisonnable pour une commune. Ah, moi je trouve, oui. On a les finances saines, on est 5 conseillers aux élections, on est 15 candidats. Donc il y a une pléthore de candidats qui veulent prendre la place. Ils ne veulent pas tous, mais enfin, on peut dire, on n'est pas en pénurie de candidatures. Donc, non, on a les compétences. Moi, je suis pour les collaborations intercommunales, mais pas pour les fusions politiques. Et puis tes projets politiques, est-ce que tu vas vers un 3e mandat ou bien c'est trop tôt pour le demander? Non, je l'ai annoncé déjà. Ah d'accord, ok. Je l'ai annoncé aux législatives parce qu'ils avaient peur que... Il y a le projet de la maison de la santé à Vétro, donc je suis assez fier. Ça aussi, je pourrais raconter comment ils sont arrivés à Vétro, ces jeunes médecins, mais ce sera peut-être une autre fois. Et puis là, ils avaient peur que le représentant de la commune, ça soit un politicien parce qu'il ne resterait pas assez longtemps. Alors je les ai tout de suite rassurés, j'ai dit, je vous rassure, je vous annonce que je me représente pour une nouvelle législature. Est-ce que les gens ils apprécient la parole cash d'un élu politique? Je pense que oui. Est-ce qu'ils font la distinction avec la langue de bois. Voilà, la parole de politesse ou de langue de bois ou le discours un peu inutile mais oui, alors, de civilité? Je pense qu'une partie oui, peut-être qu'une partie non, je ne sais pas. Hein. Je ne me suis pas fâché un peu avec un copain, enfin une connaissance qui m'avait à la bonne, qui votait pour moi jusqu'à maintenant. Et puis, je ne lui ai pas donné raison. Il l'appelle de président pour quelque chose qui n'était pas dans mon dicaster. Et voilà, les gens appellent le président. Puis je lui explique pourquoi on ne peut pas le faire. Alors en général, ça se passe bien, les gens le comprennent. Puis là, il a insisté. Pour finir, j'ai dit non, la commune ne va pas changer cette méthode, surtout que c'est en relation avec une société externe qui travaillait avec nous. J'ai dit on ne va pas changer la méthode de faire avec cette société parce que ça ne te convient pas. Alors voilà, il était fâché, peut-être qu'il ne votera plus pour moi. Et pour être dans le concret, combien de fois se réunit le conseil communal pendant l'année? Chaque 2 semaines. Ça c'est régulier, oui. C'est un jour fixe. Le jeudi après-midi. D'accord. Et les conseillers reçoivent avant les procès-verbaux, pas les procès-verbaux, l'ordre du jour. Le vendredi, on a tout informatisé la tenue de ces séances. Donc ils reçoivent par mail le vendredi, ils ont accès à la plateforme. D'accord. Donc le vendredi, il y a l'ordre du jour qui est défini, il y a déjà des points dedans. Ensuite, le vendredi au mercredi midi, ils peuvent aller mettre des choses dedans, des trucs à traiter, des documents. Et le mercredi midi... Dans cette plateforme, il y a les documents qui font l'ordre du jour. Oui, il y a tout. D'accord. Donc ils peuvent travailler déjà sur la base de... Ils peuvent se préparer, voilà. D'accord. Et ensuite, bien entendu, il y a le PV qui est fait en direct lors de la séance par le secrétaire. Les gens ont accès, ils voient ce que c'est écrit. Des fois, mais moi j'aimerais que ça soit dit que moi j'étais pas d'accord. Voilà, et là, on est dans cette ère aussi de transparence, de protection des données, etc. Est-ce que vous êtes confronté, comme d'autres communes, à des demandes individuelles d'informations, de documents officiels, comme ils appellent dans la LIBDA, etc. Et est-ce que là, vous avez une position, comme d'autres communes, de fermeture ou d'ouverture sur la transmission de ces documents? Parce qu'on sait qu'en réalité, dans la technique procédurale, il y a des méthodes pour ne pas transmettre les documents. C'est presque une décision politique, j'ai envie de dire. Oui, alors le conseil actuel, on est pour la transparence. Moi, je suis vraiment pour la transparence. Donc vous transmettez assez facilement? Oui, s'il n'y a pas de contrainte contraire. Par exemple, quelqu'un qui me demandait des plans de la maison à côté, il faut qu'on demande l'autorisation de l'architecte de la maison d'à côté pour transmettre. Voilà. Mais en général, on transmet volontiers. Mais là aussi, de nouveau, avec le manque de lignes du canton, jusqu'à maintenant, il y avait un sujet où on ne devait pas donner. C'était stratégie, c'était même pas au législatif. Donc c'était le conseil communal qui le traitait avec le canton, sur le développement urbanistique, on peut dire. Et puis dernièrement, un citoyen me demande d'avoir un document. Je dis non, malheureusement pas, mais il y aura une information publique prochainement, l'année prochaine, enfin cette année maintenant. Et puis il revient à la charge et je m'adresse au canton avant de lui répondre un peu plus sec. Puis là, le canton, on vient de recevoir un avis de droit du nouveau préposé cantonal, oui, il faut donner. Donc là, tu suis la... non, parce que maintenant, il y a un contrôle et puis il faut attendre. D'accord. Donc on est amené à faire des erreurs pratiquement d'un jour à l'autre, alors. Ouais, exactement. Selon le changement de... Voilà,
Parce que justement, la transparence, c'est quelque chose de nouveau. Mhm. Avant, il n'y avait pas de transparence. Et puis maintenant, tu as vu comment ça a évolué ces 3-4 dernières années. Ce qui était secret, c'est maintenant, le paradigme a changé. Avant, tout était secret, sauf exception. Puis maintenant, tout est ouvert, sauf exception. Mais quand nous regardons, nous sommes à peu près la même génération, les mêmes années, quand on regarde en arrière, depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on arrive à croire ce qui s'est passé dans ces changements au niveau de la liberté d'expression, la liberté, oui, Oh, ça on va va vite. dire la susceptibilité médiatique, Les etc., changements vont etc. vite, oui. Ou bien technique aussi. Mhm. C'est quoi le regard que tu portes là, comme ça, en tant que responsable politique de Alors, commune? moi, je pense C'est que une évolution quand même mes extraordinaire. prédécesseurs avaient moins de soucis que moi. Bon, il n'y avait pas les réseaux sociaux, et puis il n'y avait pas. Enfin, c'était quand même. Le monde politique était quand même dans une cloche à part, un peu intouchable. Le président, l'ancien, il ne devait pas rendre des comptes sans arrêt aux législatives, etc. Nous, c'est sans arrêt qu'on est sur le grill par le conseil général, la commission de gestion, qui aimerait gérer la commune à notre place. On a beaucoup à se justifier. C'est plus un combat qu'une coopération, à t'entendre. Parce que normalement, on voudrait dire qu'une commission des finances, commission de gestion, etc., ça serait une sorte d'organe de contrôle, mais qui va dans une sorte de coopération directe, Ouais, ça, immédiate. c'est dans le monde des bisounours. Pour Vétro, pour toutes les communes. Ça dépend des communes, je parle. Parce que j'aurais un tas d'exemples contraires. À Oui, donner. alors il y a des communes où les conseils généraux, c'est des chambres d'enregistrement. Voilà. Ils sont. C'est quand même la majorité. sont toi et en- moi, c'est quand même la majorité. Non? Je dirais pas, je dirais 50-50. C'est vrai? Ouais. D'accord. Ok, et alors qu'est-ce qu'il faut te souhaiter pour 2024 en tant que président de commune? Ton souhait pour 2024? Que les À gens part soient- une excellente santé. que les gens soient contents de moi, quoi. On fait des grands projets actuellement, la traversée de Vétro, projet d'agglo, 12 millions pour améliorer tout le centre du village, qui va donner une nouvelle identité au cœur du village. Est-ce que la participation des gens à ce processus-là, c'est important pour toi, ou c'est en base clos entre les architectes, les ingénieurs et les Alors, conseillers l'élaboration du municipaux? projet a été faite il y a longtemps déjà. Mhm. C'est un projet qui date de 2016. Mhm. C'est pour ça que quand on parle, combien de temps on reste président? 4 ans, 8 ans, 12 ans. 2016, on a lancé le projet, on est en 2024 maintenant, et il sera terminé en 2026. Il aura fallu attendre 10 ans entre le début du projet et la fin. C'est pour ça qu'il faut avoir une certaine quand même endurance si on veut pouvoir aboutir des projets. Donc, la population a été, disons, impliquée au tout début quand on a fait des ateliers participatifs pour savoir, voilà, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous pensez de ça. Mais c'est plutôt des commissions à part, plus techniques qui ont géré la chose. Alors, Olivier Cotagnou, merci pour ce moment. Merci aussi, c'était très sympa.